je me rapproche maintenant comme je le disais, d'associations et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que le livre. Le livre peut me servir, j'espère, de tremplin et agir dans ce sens, sensibiliser, former, être capable d'en parler et chasser de plus en plus cette ignorance qui est mauvaise pour tout le monde, mais pas seulement pour les autistes extraterrestres, mais je pense que pour les humains aussi, parce que on n'est pas à jeter dans un coin, à laisser au fond d'instituts comme certains. On a aussi du potentiel et je pense qu'on pourrait avoir un petit peu plus de place dans la société. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Sylvie Sando, femme, auteure, sophrologue, ancienne formatrice, enseignante, conjointe, mère, passionnée de musique, hypersensible, mais également autiste. Bonjour Sylvie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en donner beaucoup d'autres, sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui est, tu en conviendras, une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission. Nous te recevons également suite à la parution récente de ton livre, intitulé « Celle qui souriait trop pour être autiste » aux éditions Tchou. Et je dois dire que la table des matières évoque déjà une belle résonance avec ce que j'ai baptisé, moi, les 3 étapes. Cela m'a vraiment fait sourire de lire les titres des 4 parties de ton livre. La partie 1 s'intitule « Une longue période d'errance », la partie 2 « Une prise de conscience progressive », la partie 3 « Un ticket pour les montagnes russes » et la partie 4 « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Je vais maintenant passer aux 3 étapes qui rythment mes échanges avec chaque invité que je reçois et que certains spectateurs commencent à bien connaître. Donc je te les résume brièvement et ensuite nous développerons ce qu'elles peuvent bien représenter ou non dans ton parcours de vie. L'étape 1, c'est ce que je mets dans le décalage qu'on ressent à être humain parmi les humains. On ne comprend pas pourquoi il y a une inadéquation avec notre statut d'humain parmi les humains. On se sent donc seul avec son ressenti, potentiellement fou parfois, soit c'est le monde qui est fou, soit c'est nous, et on se sent à coup sûr un petit peu extraterrestre. L'étape 2, c'est celle où une étiquette vient expliquer ce décalage de façon plus ou moins rationnelle, plus ou moins scientifique, mais qui nous affirme qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou, mais qu'on est bien un peu extraterrestre, puisque membre d'une communauté en particulier. Et l'étape 3, et bien justement, c'est comme ta 4e partie, c'est ce qu'on fait de tout ça. Et ma question est la suivante, est-ce qu'il ne s'agirait pas à ce moment-là de réhumaniser son extraterrestre ? Voilà, j'ai fini mon introduction qui est assez longue aujourd'hui et je passe à ma première question pour toi, Sylvie. Est-ce que tu as déjà utilisé le terme d'extraterrestre pour t'auto-qualifier ? Oui, c'est un terme que j'ai utilisé quand j'étais jeune pour m'amuser en fait par rapport à justement ce décalage que tu évoquais. Et je m'étais amusée à faire croire à des gens que je venais d'une autre planète. Et Ah, carrément. oui, je m'étais amusée. Alors après, il y en a qui n'étaient pas crédules, mais certains avaient des doutes quand même. Et j'avais inventé toute une histoire comme quoi j'étais venue ici pour observer les humains et j'étais en mission d'observation. Je n'allais pas leur faire de mal, bien sûr, ils pouvaient tout à fait rassurer, mais j'observais. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est vrai que j'étais tout à fait dans l'observation tout le temps. Donc, c'était pas complètement un mensonge. Ok. Ah, c'est intéressant, c'est la première fois qu'on me fait cette réponse-là. J'ai l'impression que c'était limite un jeu. Et c'était aussi une réponse quelque part au décalage que tu ressentais le reste du temps. Enfin, ça accompagnait cette position d'observatrice en fait pour toi. Oui, c'est ça. Ouais. J'observais beaucoup, étant donné que je ne savais pas à l'époque, mais intuitivement, je le sentais que j'avais pas beaucoup d'aisance dans la communication et dans la socialisation. Je le sentais bien, je le voyais bien. Et donc, la meilleure façon pour acquérir ces compétences-là, c'est d'observer aussi finement que possible et ensuite de pouvoir répéter ce qu'on a pu voir. Donc, voilà pourquoi j'observais beaucoup les humains. Donc il y a un côté studieux en fait, exploration, qui a l'air plutôt joyeux. Est-ce que c'était seulement joyeux d'être dans cette situation d'observatrice ou est-ce qu'il y avait d'autres aspects? Ça dépend des moments.
Après, tu vois, tu parlais du titre tout à l'heure, un ticket pour les montagnes russes. En fait, je pense que ma vie a été beaucoup ça, des périodes plutôt fastes et puis des périodes où il fallait plutôt s'accrocher, mais c'était pas facile. Donc ça dépend, des moments joyeux, des moments moins joyeux, des moments où l'observation était amusante parce qu'il y a un côté, quand tu es extraterrestre et quand tu observes les humains, il y a un côté voyeurisme qui peut être très, très sympa, très, très amusant. Et puis quelquefois, un petit peu désolant aussi parce que c'est pas forcément comme ça que tu as envie de vivre avec le petit maniérisme social et toutes ces conventions qui sont pas les tiennes en fait, et qui quelquefois peuvent te paraître superflues, encombrantes et inconvenante pour le coup. J'ai renversé la situation. Ouais, là, tu nous parles un peu du versant un petit peu difficile de ce décalage. Disons que dans un premier temps, tu fais cette exploration en te considérant comme une extraterrestre en mission pour comprendre un petit peu les mœurs humaines. Donc ça, c'est le côté un petit peu difficulté de les comprendre dans un premier temps de façon naturelle et fluide. Et dans un second temps, je me posais la question, est-ce qu'il y a un élan profond qui n'est pas celui juste de comprendre les codes et qui est présent dans ce rapport au monde? Je ne sais pas très bien répondre à cette question-là parce que je pense que comme tout être humain, il doit y avoir un instinct en moi pour socialiser, être parmi les autres, être accepté, être aimé. Et en même temps, étant donné que c'est assez difficile quand on a des TSA, des troubles autistiques, parce que on fait tout sauf se faire apprécier. En général, on est mal jugé et quelquefois on vexe les gens aussi, on se les met très, très facilement à dos pour diverses raisons. Et pour le coup, aujourd'hui, j'aurais un peu tendance, enfin même ça a commencé quand j'étais plus jeune, à ne pas forcément chercher à être membre de cette tribu humanité ou du moins pas complètement, enfin pas peut-être pas avec l'intensité et l'élan que tu sembles évoquer. Ok. Ma question suivante sera, est-ce qu'à cette époque, il existait tout de même des contextes où celle que tu étais se sentait humaine avant d'être extraterrestre? Et si oui, lesquels du coup? Avec mes parents qui étaient très bienveillants, mes grands-parents aussi, j'ai eu la chance d'être entourée d'une famille très aimante et pas dans le jugement. Quand mes parents se sont inquiétés pour moi, c'était plus pour des problèmes de santé, d'alimentation, mais pas trop par rapport à mes bizarreries. Donc avec ces humains-là, ça se passait bien. Et les humains avec lesquels je me suis bien entendue, c'est quand j'étais enseignante avec les petits, parce que j'ai d'abord essayé d'être prof d'anglais, mais avec les ados, c'était très compliqué. Mais avec les élèves de primaire, ça se passait plutôt bien et je me sentais à l'aise avec ces humains-là. Et aujourd'hui, je socialise très peu, mais quand je reçois quelques clients en sophro ou pour des séances d'hypnose, en tête à tête avec ces gens-là, ça se passe bien aussi. Donc là, je me sens tout à fait humaine. Et puis avec mes chats, je sais pas si je me sens humaine ou féline ou autre chose, mais avec eux, je communique assez facilement. Ok. Bon. Ouais, ouais, c'est riche et justement, bah, tes réponses montrent une certaine lucidité, c'est-à-dire que directement, il y a beaucoup de contextes en fait finalement qui, pour toi, ont une fluidité plus grande que les autres. Mm. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu parles des autres enfants comme bah, voilà, des êtres étranges qui bougent beaucoup, qui sont agressifs, qui, en fait, t'as qu'une envie, c'est d'aller dans un coin puis de les observer, mais de pas avoir vraiment d'interaction. C'est plus de ce côté-là. Et en fait, quand tu deviens enseignante dans le primaire, j'ai l'impression qu'il y a un rapport plus apaisé à ces enfants du même âge. Quand ils avaient le même âge que toi, ils étaient problématiques. Et quand tu deviens enseignante, c'est plus apaisé pour toi. Donc ils ont changé de statut à tes yeux? Alors non seulement ils ont changé de statut parce que en tant qu'adulte, j'ai quand même pas la même posture que qu'en tant qu'enfant, mais quand j'étais enseignante, j'ai toujours travaillé en primaire et si possible avec des élèves de cycle 3, c'est-à-dire des CE2, CM1, CM2. Mais quand j'étais terrorisée par les petits, là, c'était mon entrée en maternelle. Et ça s'est quand même arrangé après en primaire. Bon, j'ai pas été une grande guerrière de la cour de récréation, hein, ça c'est clair, mais les rapports étaient quand même déjà assez apaisés avec les autres. J'étais dans une Ok. petite ville, hein, donc une petite école, c'était en milieu rural
et j'étais assez protégée. Il n'y avait pas de harcèlement comme ça peut être le cas quelquefois dans des très grandes structures. Ok. Mais maternelle, donc tu vois, même en tant qu'instite, je n'y frottais pas aux petits de maternelle. Peut-être pas, que des mauvais souvenirs. Parce que c'est vrai que j'étais terrorisée, complètement terrorisée. Mm. Ouais, ce serait plutôt l'empreinte que ça t'a laissé quand tu étais toi-même au sein de cette cour une élève. Finalement, t'as pas eu la curiosité d'aller plus avant dans leur rencontre en étant enseignante, puisque tu étais en rapport avec des élèves qui étaient plus âgés et donc peut-être plus maîtrisés dans leurs élans. C'est Oui, ça? c'est ça. Et il y a un problème au corps hein, aussi avec les troubles autistiques. Il y a un problème avec le toucher, avec les mouvements. Alors, sans aller dans les détails, tout ça n'est pas très très stabilisé. Et c'est vrai que les petits, eux, ils sont complètement dans le contact. Ils te rentrent dedans, ils bousculent, ils touchent, ils t'embrassent, ils te sautent au cou. Donc, non, même en tant qu'adulte, ça aurait été difficile. Alors que les plus grands ont quand même sont entre deux, ne sont pas encore comme des adultes euh, avec tous ces codes sociaux que je maîtrise pas très bien, mais quand même ont dépassé un stade. Donc Hmm, ça se passe bien avec eux. ok. Bah, j'aimerais faire une petite pause pour juste évoquer la lecture de ce livre. Alors, je l'ai pas terminé parce que j'ai eu une semaine de fou, mais je l'ai bien avancé. Je dois en être trois quarts. Et je dois dire que vraiment, je me suis régalé dans le sens où il y a des apports théoriques en fin de chapitre, mais sinon, c'est un témoignage à la première personne, sans concession, parce que les mots sont très précis. Il y a donc un balayage de ta vie dans toutes ces périodes-là. Et j'aime la façon dont les mots ne font pas de chichi avec ce que tu as ressenti. Il y a quelque chose de très direct. Ça se lit très facilement. Et je pense que c'est en fait intéressant absolument pour tout le monde. C'est-à-dire, dans un premier temps, on pourrait penser que ça s'adresse aux femmes autistes. Je pense que c'est le cas, évidemment, et à celles qui se poseraient la question. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Enfin voilà, merci pour ce témoignage qui est vraiment précieux. Et dans ce que moi j'ai baptisé l'étape 2, donc c'est l'étape de l'étiquette qui se colle sur le front pour expliquer le décalage qu'on ressent, et ben je crois que tu témoignes en tout cas d'avoir eu des faux départs dans ton étape 2. Et avant que l'autisme soit un vrai sujet dans ta vie, bah, tu es passé par plusieurs hypothèses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Alors déjà dans un premier temps, j'étais tout le temps malade quand j'étais petite parce que je mangeais très peu à cause des problèmes de sélectivité alimentaire. Et puis sans doute le stress aussi, parce que tout au long de ma vie, à cause du stress, de l'anxiété, de la fatigue, j'ai souvent eu des problèmes de maladies psychosomatiques diverses. Et mes parents ont donc consulté pour ça, en fait. Elle ne mange rien, c'est bizarre, elle est tout le temps malade. Donc, bah, les premiers retours des médecins, c'était bon, vous tracassez pas, il y a des périodes comme ça dans l'enfance et ça finira par passer. Donc mes parents ont attendu que ça passe, mais ça ne passait pas. Quand j'étais en CM1, CM2, j'avais été hospitalisée parce que j'avais tout le temps des maux de tête, des maux de ventre, puis c'est pareil, ça ne passait pas. On n'a jamais su ce que j'avais. Après, quand j'étais un petit peu plus âgée, quand j'étais adolescente, mes parents s'inquiétaient parce que j'avais une vie intérieure très très riche. Autant ma vie extérieure sociale était très pauvre, ma vie intérieure était très très riche. Et puis des fois, je sortais des choses qui pour eux sortaient de nulle part et ils s'étaient imaginé que j'étais peut-être schizophrène, que j'avais des vies multiples, imaginaires. Et donc là, c'était un psychiatre qui était certainement baigné de psychanalyse, j'imagine, et qui avait accusé ma mère d'avoir une mauvaise éducation, une relation trop fusionnelle, etc. Et qui avait dit que ça avait eu des influences sur ma gestion des émotions. Ce en quoi il n'avait pas tort, mais je pense que ce n'était pas à cause de ma mère. Mais effectivement, la gestion émotionnelle n'était pas terrible, donc j'étais immature affectivement. Après, j'ai eu encore d'autres soucis quand j'étais jeune mariée. Je suis tombée là dans une période d'anorexie, donc on m'a dit que j'étais anorexique, mais je pense que c'est pas exactement ça parce que maintenant que je vois ce que c'est que l'anorexie, je pense que c'est plus lié à l'image de soi. Alors que là, c'était vraiment quand ça, il y a des moments ça ne passe plus, la nourriture ne passe plus du tout. On m'a dit que j'avais une tendance dépressive, ce que je ne pense pas. J'avais des troubles anxieux généralisés. Et puis bon après j'ai arrêté de toute façon. Déjà il y a une période où j'allais un petit peu mieux, j'avais pas forcément besoin de consulter, mais j'ai arrêté d'espérer un soutien quelconque de la part de psychiatre, psychologue, psychothérapeute, tout. Enfin je mettais tout dans le même sac et pour moi il n'y a aucun espoir.
Ok. Donc je me suis soignée toute seule en fait. J'ai commencé à faire des choses. Tu as dû voir dans le livre pour Oui. gérer le stress et l'anxiété, parce que j'en avais vraiment besoin. Donc pour éviter de prendre ce que les médecins me proposaient, c'est-à-dire des anxiolytiques à n'en plus finir, je me suis auto-gérée avec méditation, yoga, euh, l'auto-hypnose qui a été très 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 utile et pour aboutir à la sophro qui quand même rassemble un petit peu tout ça, on va dire. Ouais. Donc, voilà. Ok, merci. Et j'en profite parce que c'est la première fois en fait sur cette chaîne qu'on aborde l'étape 2 comme étant un potentiel faux départ. Et j'aimerais en profiter juste pour avoir une pensée en direction des curieuses et des curieux qui suivent cette chaîne et qui ont connu comme toi des erreurs de diagnostic, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de violence à recevoir des étiquettes qui nous font faire fausse route quelque part si on les prend au sérieux. Donc c'est aussi ça ton témoignage, ça apporte cette difficulté que tu as eue d'aboutir à un diagnostic final quelque part, quelque chose qui rentre en résonance avec tout ton parcours pendant toutes ces années. Tu avais plus de 50 ans en fait quand ce diagnostic t'a été donné et que c'est pas faute d'avoir cherché avant ça. Donc, lorsque tu as appris que tu étais concerné par l'autisme, est-ce que ton extraterrestre a été rassuré de savoir qu'il y en avait d'autres? Alors, pas tout de suite, hein, ça n'a pas été du tout ma première pensée. Ma première pensée, ça a été, puis ça l'est encore, même des fois, ça me traverse encore l'esprit, le doute, parce que je trouve que la situation est très complexe tout autour de l'autisme. Il y a tellement déjà de mythes dans l'esprit du public, et j'en ai fait partie, hein, puisque j'étais incapable moi-même de dépister quoi que ce soit. Et il me semble qu'il y a un problème aussi au niveau des professionnels qui, pour certains, sont pas très formés ou même pas du tout formés. Et même ceux qui sont formés, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de consensus non plus par rapport aux critères. Même les critères changent. On se croirait à l'éducation nationale avec les programmes. J'ai l'impression que tous les 5 ans, il y a des nouveaux critères et c'est assez affolant. Alors, ma première réaction, vraiment, ça a été bon, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être pas ça. C'était assez ambigu. Et j'ai commencé, au lieu de m'intéresser à mon cas personnel, et étant donné mon âge, j'ai commencé à m'intéresser surtout à mon fils, hein, parce que c'est, on peut dire, grâce à lui que j'ai fini par deviner ce qui nous concernait. Donc, on a commencé les diagnostics avec lui, les bilans. Et après, c'est dans un deuxième temps que je suis passée à mon tour à cette recherche me concernant. Mais oui, dans un premier temps, ça n'a pas été ça. J'allais sur Internet beaucoup pour lire des témoignages, entendre des personnes parler de leur TSA ou lire des publications pour essayer de voir ce qui se passait. Effectivement, on peut dire que je me sentais pas seule, mais ça m'a pas réconforté tellement. C'est plus dans la phase d'après que là, je me suis dit, oui, il y a des trucs à faire et là, symboliquement, il faut se retrousser les manches et partir à l'action. Mais pas pendant la phase diagnostique, en tout cas. Et ben justement, ma question sera peut-être un petit peu innocente, mais pour le coup, je me demandais depuis ton diagnostic, qu'est-ce qui a bougé en mieux pour toi? L'action, quand même, je pense que c'est ça, hein. Le fait de rejoindre des gens, de me rapprocher d'associations, d'écrire ce livre, et puis d'être capable de parler aussi, parce que à partir du moment où on se renseigne, on commence mieux à comprendre ce fonctionnement et on arrive à l'expliquer aussi plus facilement. Et ça, c'est quelque chose qui a été agréable. Enfin, pas toujours, parce que tout le monde n'est pas capable, n'est pas prêt à l'entendre, tout le monde n'est pas capable d'entendre hein, ce diagnostic. Donc, je fais quand même assez attention à qui j'en parle, mais les gens de mon entourage proche, bon, moi, j'ai plus mes parents maintenant, ils sont décédés, mais je pense à la famille de mon mari, à qui n'a jamais été dans le jugement, mais qui quelquefois s'inquiétait un petit peu de me voir malheureuse aux fêtes de famille. J'allais me cacher dans un coin encore à mon âge où je cherchais des fois des prétextes pour ne pas y aller. Et maintenant, ils sont beaucoup plus apaisés aussi parce qu'ils savent que je n'ai rien contre eux et que je les trouve charmants comme personne, mais c'est juste le contexte qui me convient absolument pas, qui m'affole encore presque autant que les cours de récréation de ma petite enfance. Donc c'est plus facile ça aussi. Les relations avec les gens qu'on aime hein, sont plus simples finalement. Même mon mari,
qui déjà a du mal à supporter. Il y en a deux à la maison, oui. C'est pas évident, mais je pense que ça l'a aidé à prendre du recul, à relativiser et à se sentir moins coupable des fois, parce que je pense que des fois il a pu se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait c'est juste nous qui quelquefois avons des moments où il faut pas un exemple concret, s'enfermer pendant un après-midi entière, pas avoir envie de parler. Et c'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais il dit vraiment il faut être juste tranquille et pas chercher la communication. Hmm. Donc voilà pourquoi ça a pu aider. Ok, super. Bah, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé en moins bien pour toi depuis ce diagnostic? Mais la colère, hein, Ouais. l'immense colère qui m'a vraiment terrassée après le diagnostic, une immense colère contre l'ignorance en fait. Je dirais pas contre des personnes en particulier, mais l'ignorance des médecins que j'ai pu consulter, l'ignorance de tout le monde, même la mienne, par rapport à ces troubles, alors que la vie des personnes concernées par ces troubles serait tellement plus simple à alléger si on prenait quelques précautions. Et pour prendre quelques précautions, bah, il faut savoir ce que c'est, comprendre le fonctionnement, qui est quand même assez différent hein, de celui des humains, pour reprendre ta métaphore. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que ce livre, eh ben, c'est un cri de colère, tout simplement, pour toi? Oui, au départ, oui, c'était un cri de colère. Ça a Mm. été une façon, la meilleure façon pour moi de m'exprimer et d'éviter d'avoir des aphtes dans la bouche comme j'ai pu en avoir après. Et, et c'était libérateur. Et puis en même temps, ça m'engageait dans l'action puisque, comme je te le disais, ce qui va soulager la colère, ce qui a déjà commencé à la soulager, c'est de savoir qu'il y a quand même des choses à faire. Et j'ai vraiment très très à cœur de contribuer à cette sensibilisation à travers le livre, parce qu'effectivement, ça s'adresse pas que à des personnes, des femmes autistes, hein, ça peut tout à fait être prêté à leur entourage de façon à aider à communiquer. Euh, et toutes les personnes qui veulent bien s'y intéresser. Et je me rapproche maintenant de, comme je le disais, d'associations et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que le livre. Le livre peut me servir, j'espère, de tremplin et agir dans ce sens, sensibiliser, former, être capable d'en parler et chasser de plus en plus cette ignorance qui est mauvaise pour tout le monde, mais pas seulement pour les autistes extraterrestres, mais je pense que pour les humains aussi, parce que on n'est pas à jeter dans un coin, à laisser au fond d'instituts comme certains. Où, on a aussi du potentiel et je pense qu'on pourrait avoir un petit peu plus de place dans la société. Enfin, je pense à certaines personnes, parce qu'encore, je trouve que je m'en sors à peu près bien, ce qui me donne aussi l'énergie par rapport à cette mission, par rapport à cette envie d'agir. Mais je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont des compétences et des jeunes en particulier qui ont été déscolarisés assez tôt et qui aujourd'hui vivent chez leurs parents et ne font rien. Et je pense qu'il y a eu maltraitance, pas intentionnelle, mais il y a eu maltraitance. Ouais. On sent que c'est en fait important pour toi puisque tu donnes de ta personne, tu donnes de ton temps, t'es allé sur des plateaux télé, t'es intervenu à la radio, aujourd'hui t'es avec nous. Il y a tout un tas d'exercices qui sont, j'imagine pour toi, très peu, ben voilà, faciles, confortables, qui s'enchaînent ces temps-ci. Et ton livre, je pense, aura justement d'autant plus de répercussions et le message sera porté haut par les efforts que tu fais en ce moment. Donc, bah voilà, pour ça, merci. Est-ce que tu peux nous parler justement de la difficulté que c'est à la fois du plaisir, c'est un mélange de plaisir et de souffrance dans ce qui se passe en ce moment pour toi? Oui, c'est ça. En fait, ce sont pas tellement les interviews qui sont déplaisants, parce qu'au contraire, c'est l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui me passionne, puisque j'en ai fait vraiment, qu'on parle d'intérêt spécifique hein, dans les troubles autistiques, et je me suis toujours passionnée pour la conscience, le fonctionnement de la conscience, ça a toujours été mon truc, que ce soit à travers la littérature quand j'étais petite ou des disciplines ensuite. Je me suis intéressée beaucoup à la philo en particulier, même les spiritualités, enfin tout ce qui pouvait expliquer le fonctionnement de la conscience. Et dans la suite logique, le fonctionnement autistique,
c'est rajouté à ces domaines d'intérêt. Donc, je suis dans mon domaine d'intérêt. Donc là, tu peux me faire parler longtemps sur ce thème-là. Et ça ne me dérange pas. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de sortir de chez moi quand, bon là, ça va, je suis tranquille dans mon bureau. Mais quand il s'agit de prendre le train, d'aller à Paris, enfin, heureusement, là, j'ai affaire à des éditeurs, un attaché de presse qui sont vraiment très aux petits soins pour moi et qu'on fait très attention parce que je n'arrive pas à me débrouiller, à prendre un car toute seule, un train, ça va, mais encore faut que mon mari presque me mette dedans. Et le métro, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. C'est à la fois au niveau sensoriel, mais même aussi au niveau orientation. J'ai un sens de l'orientation qui est complètement pourri. Donc tout ça, c'est beaucoup de stress. Aller dormir dans une chambre d'hôtel, je ne dors pas. Donc Hmm. oui, ça m'a coûté. Donc c'est plus cet aspect-là, tout l'aspect logistique qui me coûte. Mais après, en parler, ça va. C'est ce que je veux Ok. en fait, que les gens en entendent parler le plus possible et qu'ils deviennent de plus en plus tolérants, compréhensifs et inclusifs. Vraiment inclusifs. C'est ça qui Ouais, compte. j'entends, et puis ce message il passe avec force quand tu l'envoies. Et puis on a une petite pensée pour Fabrice, qui était notre premier invité sur cette chaîne et que tu connais également, et qui a fait sur sa chaîne YouTube plusieurs épisodes qui ont à voir avec la difficulté dans les transports, dans le fait de planifier un voyage, les horaires du train, les correspondances et tout. Et ça a l'air d'être vraiment une grosse galère. Et il nous explique aussi à quel point il a besoin de faire des repérages quand il peut, quand c'est justement j'ai l'impression que c'est encore plus dur quand la destination est trop lointaine pour pouvoir faire un repérage. S'il peut faire un repérage, en fait, il le fait. Est-ce que toi, tu fonctionnes pareil sur ce côté-là? Oui, heureusement qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Google Maps. Et à chaque fois que je vais quelque part, ben, je passe beaucoup de temps à me repérer grâce à ça, à faire des plans. Franchement, mais même aller, je ne sais pas, dans une grande ville là du coin, ne serait-ce qu'à 1 heure de route de chez moi, c'est déjà un grand stress. Je vais mettre mon GPS, mais mon GPS, on sait jamais, il pourrait planter. Donc, je vais aussi mettre une application sur mon téléphone. Et puis, avant, j'aurais quand même aussi passé beaucoup de temps sur Internet à me faire des plans à la main à l'ancienne. Tu vois, j'ai tous les numéros de mes interlocuteurs au cas où je me perdrais, parce que de toute façon, même avec ça, j'arrive à me perdre quand même. Donc ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de stress. Et c'est vrai que ça a un côté ridicule parce que nous sommes des gens avec une intelligence correcte, voire voilà, et on n'est pas capable de se débrouiller pour se repérer dans une ville. Je suis même capable de me perdre dans des petites villes si je change le sens. Par exemple, si j'ai pris l'habitude de me promener dans un endroit avec le même circuit, si je change de sens dans le circuit, j'arrive à me perdre. Donc, c'est vraiment, c'est une catastrophe. Ah oui, c'est Ouais, stressant. c'est un truc avec lequel il faut composer, quoi. Mais du coup, au fur et à mesure de l'expérience, j'imagine que tu sais un petit peu comment préparer tout ça. Je me posais la question, on évoquait depuis tout à l'heure le fait que tu fais des apparitions médiatiques assez nombreuses en ce moment. Et est-ce qu'il y a des questions importantes qui, selon toi, ne t'ont pas été posées dans ces interviews? Je ne pense pas. Après, moi, je vais aller plus loin que les interviews. Les interviews, c'est de la sensibilisation pour le grand public. Et comme je te disais, je suis motivée pour aller beaucoup plus loin. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est mener une réflexion pour savoir comment pousser encore un peu plus cette sensibilisation et ces axes de formation. Et là, je pense que ce sont pas les journalistes qui vont être mes interlocuteurs, mais il faut à un moment que je me rapproche d'associations engagées, voire de structures publiques peut-être, d'hommes politiques, pourquoi pas, je sais pas, mais à un moment il faut aller au-delà. Les journalistes, chacun son approche, chacun sa curiosité, chacun son temps aussi, puisque des fois il y a des interviews de 5 minutes, d'autres fois c'est 10, 15, 20. Là avec toi il y a plus de temps pour s'exprimer. Mais non, j'apprécie d'être avec chaque interlocuteur et ses questionnements, et je pense que on arrive à faire à peu près le tour de la question, mais c'est qu'une première marche, c'est qu'une première étape. Et je pense qu'il faut aller encore plus loin. Il est beaucoup question de fatigue dans le livre, et je me demande si la fatigue n'est pas en grande partie liée au fait de se découvrir comme étant par nature un point d'interrogation pour la normalité des autres. Est-ce que ça te parle, ça? Ouh, elle est compliquée là ta question.
C'est possible parce qu'il peut y avoir une angoisse à se demander qui on est, comment on fonctionne et quelle est la bêtise qu'on va encore pouvoir dire. Donc oui, ça crée du stress, mais il n'y a pas que ça, hein, puisque tout à l'heure on parlait de se repérer dans une grande ville, tout ça aussi, hein, ça fait partie du stress. Donc là, c'est pas en lien avec les autres humains, c'est vraiment en lien avec le contexte. Quelquefois, la fatigue, elle vient d'un environnement un peu trop bruyant, un peu trop lumineux, enfin par rapport à des hypersensibilités sensorielles, ça peut être très fatigant. Le bruit me fatigue beaucoup. Donc je pense que c'est très vaste. La fatigue est souvent résultante d'une multitude de facteurs qui peuvent être des facteurs externes, hein, environnementaux, ou qui peuvent être une cogitation interne, comme tu le suggérais, effectivement, à se demander mais qu'est-ce qu'on fait là et à quoi on sert, qui peut être fatigant aussi, mais je crois pas qu'on puisse identifier une cause de Ok. fatigue. C'est vraiment multifactoriel. Ouais, j'entends bien, et c'est pas pour te contredire dans ce que tu viens de dire, j'entends tout à fait le fait que ce soit multifactoriel, c'est juste, je me disais, si à chaque fois que tu es dans un groupe d'humains, toi qui as l'apparence d'une humaine, le corps d'une humaine, et donc de laquelle on attend un comportement humain en fait, à chaque fois que ton comportement donc va montrer quelque chose qui n'est pas habituel pour les autres humains, eh bien tu vas constituer malgré toi un point d'interrogation, une... euh, une faille, une espèce de bug dans la réalité des autres qui vont, je pense, dans pas mal d'occurrences, trouver opportun de faire une sorte de pulsion grégaire, tu vois, de base, et donc qui vont te faire sentir seul à cet endroit-là, puisque eux, ils ont l'occasion de se regrouper sur le fait que eux, ils fonctionneraient pas comme toi. Est-ce que, voilà, est-ce que j'extrapole ou est-ce que ça te parle ça aussi? Euh, c'est plus trop mon cas à mon âge. Ok, J'ai quand même avancé, j'approche la soixantaine hein, quand même. Donc euh, j'ai dépassé ce stade. Ça a pu être effectivement ce cas quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, non, je me pose plus autant de questions. Je m'accepte plus comme je suis. Et si les autres m'acceptent comme je suis, je me dis tant mieux. S'ils m'acceptent pas, je me dis tant pis, et je passe à autre chose. Donc c'est quand même assez différent. Mais quand j'étais plus jeune, c'était un point d'interrogation très important. Je me suis beaucoup efforcée à paraître aussi normale que possible et être aussi acceptable que possible. Je surveillais beaucoup ce que je disais, ce que je faisais. Donc, ok. j'étais très attentive à ça. D'accord. Et on parlait beaucoup de colère. Je me demandais simplement si cette colère, selon toi, elle était déjà présente et simplement aujourd'hui tu la mets au service, tu la canalises pour la mettre au service de ce que tu penses être un combat juste et adapté et voilà et en plus qui vaut le coup. Donc est-ce que voilà ça te parle ça ou est-ce que cette colère elle est apparue en même temps que le combat? Non, tu as raison de dire qu'elle est présente. Elle était présente déjà, c'est dans mon tempérament aussi. Et puis, je dirais tant mieux parce que c'est ce qui m'a sauvée de la dépression souvent, hein. Je pense qu'avec un tempérament moins coléreux que le mien, j'aurais eu bien des occasions pour foncer, pour m'enfoncer. Et ça m'a toujours assez tenue parce que je suis assez combative quand même de mon tempérament. Et puis après, la colère, bah, ça a été par exemple quand j'étais petite de me sentir obligée de supporter des situations qui pour moi étaient intolérables au niveau de la socialisation, ne serait-ce que l'école dont on parlait. Mais pourquoi est-ce qu'on m'envoie là-bas? Et ça me mettait en colère. Colère contre le psychiatre qui insultait ma mère en disant que son éducation était à revoir. Oui, cette colère, elle était là déjà. Colère contre l'incompréhension en général, alors que ça me paraissait pas si compliqué quand même d'être différent. Pourquoi autant d'histoires autour d'une différence? Donc oui, il y a de la colère aussi par rapport à l'intolérance. Et effectivement, là, ça a été la bombe, quoi. Ça a été le pouf, ça a été le diagnostic, le grand détonateur. Il Ouais. fallait que je fasse quelque chose. Ok. Dans ton livre, t'écris une phrase que j'ai trouvée moi bouleversante de simplicité. Donc je te cite, je venais de gagner un droit, celui du respect à la différence. Et moi, juste cette phrase-là, elle m'a vraiment touché très fort. Même si le reste aussi, mais ça, c'est venu vraiment me chercher personnellement.
et me mettre en empathie avec celle que tu es aussi en même temps. Le mot autisme est donc un sésame entre toi et le reste du monde, une façon pour toi de pouvoir exprimer en un seul mot ce que tu appelles tes bizarreries pour que les gens te laissent le droit d'être qui tu es. Alors, il faudrait que ce soit ça, mais ça ne l'est Mhm. pas encore complètement. Ok. D'où encore tout le travail qui doit être fait. Donc c'est ça qui Mais reste à peut-être faire en fait. c'est ça. Ouais, ok. Normalement, ça devrait être la clé qui devrait permettre d'ouvrir l'esprit des autres, de tout le monde, hein, des personnes autistes et des non autistes, et qu'on puisse enfin vivre ensemble sans jugement, sans pression, sans coercition, dans le respect des uns des autres. Mais c'est pas encore fait parce qu'il y a encore toujours cette ignorance et même encore maintenant, comme je te disais, le diagnostic, il faut faire attention à qui on l'annonce parce que ça peut être quelquefois très difficile de s'entendre dire tout un tas d'âneries hein, à ce sujet. Mais non, t'es pas autiste, t'es une femme. Mais non, tu souris, c'est pas possible. Mais non, tout le monde a envie de l'être. T'as pas l'air, t'as pas la tête, etc. T'es juste un peu anxieuse. Bon, moi aussi, hein, des fois, j'ai pas envie de voir du monde. Hein, moi, des fois, c'est pareil. Hein, je suis comme ça aussi. Ah oui, mais non, c'est pas ça. Donc, ça peut être aussi quelquefois encore assez frustrant. Mais il faut que ça vienne. Donc merci aussi de me laisser la parole là aujourd'hui et puis merci à tous ceux qui vont me laisser parler et merci à tous ceux qui sont autistes et qui vont continuer aussi, il faut qu'on se serre les coudes là et qu'on s'exprime et qu'on se fasse respecter par ces explications parce que c'est vraiment c'est de la compréhension pour moi je pense que c'est la base de tout. Ouais, ok. Et bien justement, alors on arrive au moment où toi tu as dit que tu voulais qu'on arrête cette interview. Moi d'habitude j'ai beaucoup plus de temps pour échanger avec les gens. Donc j'ai une tonne de questions encore en suspens. C'est pas pour mettre la pression, c'est pas pour faire du chantage, c'est juste pour te dire on respecte cet horaire si tu veux. Moi j'aurais une dernière question à te poser, puis ensuite on pourrait faire une conclusion. J'en ai des tonnes qui restent en suspens. Et est-ce que voilà, voyant l'heure arriver maintenant, qu'est-ce que tu as à en dire toi? Alors, j'aime beaucoup parler, comme tu le sais, mais après, c'est la fatigue justement Ouais. qui m'inquiète. Et voilà, on a commencé un peu en retard à cause des problèmes techniques aussi. Ouais. Donc, puis il y a mes petites rigidités. Je sais que je me suis dit à 16 heures c'est terminé. Et tu vois, ça c'est un trait autistique, c'est tout bête aussi. Mhm. Bah si j'ai dit que c'était à 16 heures, c'est à 16 heures. Et c'est stupide, mais voilà, j'ai d'autres choses prévues et après ça te met dans l'embarras. Je veux bien rajouter, allez, je vais montrer que je suis une autiste sympa. Je vais bien rajouter 5-10 minutes, mais pas plus. Ok, ça Le marche. temps Bah, que j'ai passé le temps que j'ai passé à bidouiller là, les réglages qui nous ont empêchés de nous connecter au moment où on aurait dû. ça me Mais va. pas Merci à plus. toi. Après, je vais Je être vais. fatiguée et j'ai pas envie d'être. Encore des choses à faire dans la journée. Pour ça, c'est important aussi de savoir doser et de savoir gérer les moments de socialisation, de non-socialisation, là où on récupère et de pouvoir ne plus arriver à la fin de la journée complètement vidé ou très énervé, parce que des fois, on peut être vidé, mais très, très énervé, et nuit sans sommeil à la suite. Ouais, je fais attention. Ça s'appelle gérer les cuillères dans le jargon. Ok. Bah, merci à toi parce que j'aime bien justement cette réflexion que tu nous proposes en direct par rapport à cet horaire que tu as fixé et que tu étends un petit peu et puis tu essaies de respecter en même temps bah, ta fatigue, etc. Donc ouais, c'est très intéressant d'avoir le droit à cette réflexion en direct, je pense. Je voulais revenir sur le livre. J'ai senti au cours de la lecture de ce livre une soif d'arguments rationnels et scientifiques pour expliquer ce que tu ressentais personnellement. Et en fait, c'est le lien entre subjectivité et rationalité, du coup, qui me pose question. C'est quoi pour toi ce lien entre la subjectivité et la rationalité? J'ai toujours été très très attirée par la rationalité et ça, je pense qu'on va jamais me l'enlever. La subjectivité, pour moi, est juste une base
un trampoline sur lequel on s'appuie pour aller ensuite chercher des preuves. Mais j'ai pas confiance du tout en la subjectivité. Donc, j'ai toujours eu besoin d'aller creuser, d'aller fouiner, d'aller chercher où en était la recherche scientifique. Alors, peut-être pas forcément toujours très objective non plus, hein, parce qu'on sait qu'il y a des erreurs de subjectivité, des biais, voilà. Mais je fais toujours de mon mieux pour aller la rechercher. Ok, ouais. C'est bizarre parce que moi je serais plutôt enclin, même si j'ai rien contre la science du tout, mais à me dire que justement la science elle est subjective comme le reste et que du coup dans ma vision du monde la subjectivité est incontournable en fait au bout d'un moment c'est comme ça que je vois les choses. Mais voilà, justement c'est subjectif. Fabrice nous avait parlé d'un blues post-diagnostic. Donc dans ton livre, tu évoques des soucis de santé nombreux suite à ce diagnostic. Est-ce que tu peux nous parler de cette période et ce que tu y lis avec un peu plus de recul? Je te cite, autour de moi, depuis que j'étais autiste, tout me semblait devenir de plus en plus compliqué. Je suppose que j'avais pris trop brutalement conscience des efforts que j'avais dû fournir jusqu'ici pour me maintenir à flot. Et là, soudainement, mes fondations s'effondraient. Je ne savais plus qui j'étais ni ce que je devais faire. Donc là, tu prends conscience en fait de tes besoins d'un coup, je crois. Oui, et je l'ai vécu un peu comme une condamnation. Quand voilà, j'allais vers des bilans et j'ai consulté en imaginant bien que on aboutirait à un diagnostic de TSA, puisque ça avait déjà été le cas pour mon fils et que mon fils et moi nous nous ressemblons vraiment beaucoup au niveau du fonctionnement, donc ça me paraissait logique. Mais quand j'ai entendu réellement dans la bouche du psychiatre et quand j'ai vu aussi les termes qu'il écrivait sur son certificat. Et quand vraiment j'ai pris dans la tête le terme, bon, pour lui c'était syndrome d'Asperger, hein, il utilisait, c'était un vieux qui utilisait, les psychiatres qui utilisaient ce terme qui maintenant n'est plus utilisé. Et ça m'a choquée parce que je l'ai vu, je l'ai entendu comme un handicap. J'avais oublié tous les bons côtés parce qu'il y a des bons côtés aussi. Je pense que dans ce fonctionnement, il y a aussi des qualités, mais je voyais plus que le côté handicapant et j'avais l'impression d'être condamnée à être toute ma vie en difficulté, dans la mesure où le monde n'était pas fait pour ce genre de fonctionnement-là, puisque on est quand même très inférieur d'un point de vue du nombre, hein, pas de la qualité des personnes, mais je sais pas très bien, peut-être une ou deux personnes sur 100, on sait pas trop, hein, mais c'est vraiment dérisoire. Et, et je me suis dit que quoi que je fasse, j'allais tout le temps en baver en fait. Ça m'avait vraiment, oui, une sensation d'être plombée, tu vois, une sensation d'être, j'arriverai jamais quoi. Ça a duré quelques mois. C'était lourd à traîner. Ouais. Ah ouais, c'est une sacrée nouvelle en fait dans une vie et en même temps c'est comme si tu attendais ce moment-là depuis longtemps et en même temps comme si justement la quête quelque part s'arrêtait net et te laissait seul face à toi-même et donc du coup bah voilà il y a un combat qui est venu prendre le relais pour que l'énergie circule de toi vers l'extérieur et de l'extérieur vers toi. J'ai l'impression, c'est ma façon de résumer ce que j'ai entendu, mais est-ce que ça te convient? Ah oui, tout à fait. Oui, j'ai rien à Ok, rajouter, super. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est passé comme Euh, ça. je glisse une dernière question que j'avais posée quand même à Fabrice. Quels sont les moments les plus intenses selon toi? Est-ce que ce sont les moments partagés ou bien les connexions en interne vécues seules? Attends, je réfléchis bien avant de répondre à ta question. Je t'en prie. Euh, non, je pense que la vie intérieure est plus riche quand même. Je me sens beaucoup plus tournée vers l'intérieur. Et même si je suis dans une situation partagée, c'est pas le partage en fait qui sera le plus jouissif, c'est la résonance intérieure par rapport à une situation avec laquelle peut-être je vais être avec quelqu'un. Mais je pense que mon monde intérieur est 10 000, 100 000 fois plus riche que que mes contacts, ce que je vis à l'extérieur. Je pense que c'est ça. T'as l'impression d'avoir un rapport à l'imaginaire particulier? J'ai l'impression d'avoir des perceptions un peu poreuses, hein, un peu fluides, un peu évanescentes
par rapport à ce que me décrivent les gens qui n'ont pas de TSA et qui sont beaucoup plus canalisés en fait. Et moi j'ai l'impression de percevoir beaucoup de choses en même temps et que tout se mélange un petit peu et ça crée une sensation un peu vaporeuse, je suppose, je sais pas, mais qui peut être très agréable. En tout cas, c'est vrai que le plaisir de vivre dans le monde intérieur une multitude de situations très sensorielles hein, aussi, c'est quelque chose qui est assez enthousiasmant, on va dire, assez riche en tout cas, et qui compense le déficit en socialisation, largement. Je m'autosuffis. Merveilleuse conclusion à ce moment qu'on vient de partager. Merci beaucoup Sylvie pour ta confiance, pour cet échange sincère, riche et humain. Les liens pour accéder à ton livre et tes interventions médiatiques sont disponibles sous cette vidéo. Et j'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse et son soutien indéfectible. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire et à t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas surtout, la curiosité est un joli défaut. Salut!